Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, figurez-vous, nous sommes le lundi 19 octobre 2022. Je continue mes digressions à partir de cet ouvrage, l'Utopie, qui rassemble des extraits d'ouvrages relatifs à l'utopie, c'est-à-dire aux propositions de notre monde, à comment dépasser les injustices. Comment, voilà, ce sont des livres qui sont écrits par des hypersensibles, des écorchés, des philosophes, des écrivains, qui sont révoltés devant la souffrance de leurs frères humains, devant la, la lenteur de l'évolution, devant l'immense possibilité de l'humanité, de notre espèce, de notre et, et le peu de moyens qu'on met à faire évoluer ça. Enfin voilà comment c'est ressenti, je pense, pour la plupart de ces auteurs-là. Et qui voudraient bousculer un peu le système, le critiquer, lui montrer que voilà, même les religions parlent de fraternité, d'entraide, de s'occuper des pauvres, etc. Enfin, tout est dit et puis on fait l'inverse et on a le sentiment qu'on fait l'inverse. En fait, voilà, il y a un désir de donner les moyens à cette humanité d'aller d'effectuer son utopie, ses utopies, ce que l'on rêve. On rêve de paix universelle, on rêve de bonheur, on rêve, etc. Tout être humain rêve de ça. Voilà, de trouver les moyens, de donner les moyens à cette humanité de réaliser cela. Voilà, la plupart de ces auteurs, c'est le cas de Thomas More que j'ai lu au tout début, c'est le cas donc de Klotz qui s'appelle de son prénom Anacarsis Klotz, et voilà, qui pense que nous allons vers la République universelle, etc. Et là, je vais lire le passage qui est consacré à Hugo. Temps futur, vision sublime. Voilà, je vais lire ce passage-là. Alors, comme je le dis à chaque fois, mais je découvre en même temps que je lis euh, le texte. Et à partir de là, s'il me viennent des intuitions, je les développe. C'est en lien avec le site sur lequel je travaille aussi dans la même vision que l'utopie. Mon site, c'est mécaniqueuniverselle.net et je mets toujours un lien sur le site. Et, pardon. Et donc, c'est simplement, j'essaie de démontrer par la logique que nous allons vers la réalisation de cette utopie, vers la perfection. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà la base de cette théorie, vers laquelle je vous renvoie. Alors, pardon. Purée de purée. Temps futur, vision sublime. Relisant ces vers célèbres qui concluent les châtiments, 1853 les châtiments, sans doute faut-il faire la part des circonstances. Victor Hugo
ayant fui Paris après le coup d'État du 2 décembre 1851. Voilà, alors donc, Victor Hugo devait être dans le même état à peu près que nous sommes. Peut-être, voilà, un peu plus que nous étions il y a quelques années. Ils ont cru à une révolution, celle de 1848, qui s'est terminée dans les 100. Alors maintenant, les révoltes se terminent plus dans le sang comme à l'époque. C'est déjà une évolution quand on y réfléchit, même si des êtres humains, ils laissent leur ouais, je suis, je suis, nickel. Pardon. Voilà, j'ai. Euh, donc, voilà. Mais en tout cas, la surdité est la même. La surdité au peuple est exactement identique. Voilà. Bon, bref, pas de problème. Euh, donc, il est en exil à Jersey, d'où il entend organiser la résistance à l'usurpateur. Donc, celui qui a renversé, qui a arrêté la, la, la révolution qui se préparait. En fait, voilà. Bon, c'est ce qui doit être fait est fait en réalité. Si une révolution, si une révolte est arrêtée, c'est que c'est ce qui devait se faire malheureusement. Ou heureusement, voilà, on peut le dire. Peut-être que ça aurait été beaucoup trop rapide comme évolution, avec tout un tas de chaos qui viennent derrière. On sait que le problème des révolutions, c'est qu'elles mettent en place un régime de terreur, bien entendu, souvent, etc. Ce sont les violents qui l'emportent, etc., etc. Donc, peut-être qu'il fallait qu'il y ait toute la base qui soit testée, tentée, et qu'en fait ça soit dilué sur les années qui arrivent et qui ont permis les progrès sociaux, les progrès voilà, qui sont venus derrière cette révolution qui a été interrompue violemment par l'État et le clergé à l'époque. Sans doute faut-il aussi les remplacer dans ce qu'on a pu appeler la stratégie des châtiments, qui s'ouvre sur la nuit glacée, Nox, où gît la France captive, pour se clore dans la lumière, Lux, le grand jour que l'avenir promet à tous. Voilà, alors la frustration de Hugo, évidemment, le pousse au rêve, à, à, à idéaliser, à chercher une issue. On est comme dans ce fameux film qui a été d'une importance majeure pour moi, je pense, quand je l'ai vu il y a très 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 longtemps, Mon oncle d'Amérique. Et ce film a été fondamental. Et on voit à quel point, quand il n'y a pas d'issue, un être humain se fait du mal, quoi, se maltraite, etc. Donc il faut qu'il trouve une issue, que son esprit trouve une issue, un échappatoire. Et en fait, voilà, le fait d'imaginer que le futur va vers la lumière, ça a libéré complètement la pensée d'Hugo qui sort d'une répression, qui voit que tous les espoirs du peuple ont été anéantis avec le canon, qui ont été tués, et puis après
déportés, et c'est même pas, on ne juge même pas cette période-là. Aujourd'hui, on voit même pas, il n'y a même pas de vraie analyse qui pourrait montrer euh, le- le- la souffrance, des espoirs du peuple, d'un peuple, etc. C'est assez dur de voir ça. Et on est un peu dans un même sentiment, c'est-à-dire frustration. Le peuple a essayé de dire ça va pas, on souffre, on n'en peut plus, il y a quelque chose. Le néolibéralisme est en train de nous massacrer. On ne peut plus vivre comme ça. S'il vous plaît, changez. Donc il se révolte, etc. Il est réprimé et il doit rentrer dans le rang. Et la frustration qu'il y a derrière ça, c'est intense, c'est inouï ce qui se passe derrière cette chose-là. Heureusement que bon, ça discute, les gens ont tissé des liens, etc., etc. Ils ont un échappatoire à cette chose-là, mais c'est incroyable. Et là, donc, l'échappatoire de Hugo devant cette frustration, c'est d'imaginer qu'il y a une issue et qu'il y aura une issue. Que voilà, d'accord, vous avez emporté cette victoire là, l'usurpateur, mais vous n'avez pas remporté la, la totalité. Et globalement, il avait raison. On est sorti des anciens empereurs qui reprennent le pouvoir. C'est la République qui a pris le pouvoir plus tard. Voilà. Donc, au final, il a raison. Mais bon, la lumière n'est pas encore. Nous ne sommes pas encore arrivés au moment de la grande lumière. Mais nous y allons. Voilà. C'est un peu le rôle aussi de mon travail. Le grand jour que l'avenir promet à tous. Dans l'économie du recueil et la logique de la démonstration, les temps futurs ont pour fonction de faire pendant au 2 décembre, opposant à la stupeur du présent la tranquille plénitude des lendemains qui chantent. Voilà, et ben oui, ce 2 décembre, je ne sais pas ce que c'est, mais ça devait être un carnage, à mon sens, dont il parle. Mais l'intérêt majeur de ce texte, idéologiquement très dense, est qu'il reflète l'espérance intime d'Hugo, celle qu'il exprime à la même époque dans Napoléon le Petit, qu'il répétera désormais dans ses grands poèmes, et dont la Troisième République fera un jour son bréviaire et sa grammaire. Une espérance où se manifeste la conjonction apparemment paradoxale de l'idée de progrès et du rêve utopique. Voilà, au final, celui qui l'emporte, c'est pas ceux qui ont fait la répression, ce sont juste les instruments les instruments réactionnaires qui sont aussi nécessaires que les progressistes dans l'évolution de l'humanité. Mais ils sont juste des instruments. Ce qui prédomine, ce qui reste, c'est le progressisme. C'est les progressistes qui, de siècle en siècle, ont raison. Voilà, c'est eux qui apportent qui sont du côté de la réalité. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une espérance où se manifeste la conjonction apparemment paradoxale de l'idée de progrès et du rêve utopique. Paradoxale, certes, puisque la perfection utopique signifie achèvement, impliquant que l'utopie, espace arraché à l'espace, est étrangère à l'histoire, à ses remous et à ses drames. Se voulant inaltérable, l'utopie est immobile, ce que signale d'ailleurs son insularité. Ben oui, l'utopie n'est pas... Oui, bien sûr qu'elle est immobile, mais elle est immobile parce elle a fini le progrès. Lorsque nous atteindrons la perfection,
nous serons en état de contemplation. L'humanité sera dans la contemplation. Elle aura plus besoin de construire, puisque toutes les structures du monde auront été construites de la meilleure façon, bien mieux que ce qu'elle est construite aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à un moment T de l'évolution de l'humanité. Il reste encore sans doute des siècles pour arriver à atteindre l'espace de perfection dont j'essaie de parler sur la mécanique universelle. Et donc, il y a une position immobile à ce moment-là, évidemment. Ce que signale d'ailleurs son insularité, figuration d'un temps apaisé où tous les lendemains se ressemblent. Alors oui, ça ressemble aussi, ça donne pas envie quand on est dans le monde en mouvement. Donc je l'explique aussi sur la mécanique universelle. Dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 siècles, quand on y arrivera, quand on aura atteint, le psychisme humain aura l'aptitude à apprécier l'apaisement, la paix totale, le fait d'être d'être dans un autre rythme d'existence. À cet éternel présent s'oppose l'idée de progrès qui, elle, suppose l'irréductible différence de chacun des instants successifs d'une histoire perpétuellement inclinée vers le mieux. Cette dichotomie, à son tour, renvoie aux intentions opposées qui sous-tendent ces deux démarches, assurer que les choses vont s'améliorant, le progressiste n'en rejette pas pour autant la situation actuelle qu'il juge supérieure à toutes celles qui l'ont précédée et dont l'avenir ne fera que poursuivre le mouvement. C'est exactement ça, voilà. C'est comme ça que je pense et c'est le travail de la mécanique universelle. L'utopiste, au contraire, conçoit sa cité parfaite en réaction à un aujourd'hui qu'il condamne et qu'il exècre. Donc voilà, on peut condamner le aujourd'hui, la partie injuste de l'aujourd'hui, le monde injuste tel qu'il est aujourd'hui. D'accord ? On peut le condamner, mais on peut aussi en même temps le comprendre. Il est comme ça, voilà. C'est le paradoxe qu'on retrouve sur la mécanique universelle. Le monde est toujours parfait au présent tout en étant perfectible. Il ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Il ne pouvait pas être... Voilà, là, ce monde est sourd au peuple. Voilà, on est dans une période de l'humanité où le néolibéralisme a constitué un système complètement fermé, a vissé tout le système médiatique qui fait que ne passe plus la parole du peuple, la vraie parole du peuple, à part voilà il fait bien sûr monter des petites parties du peuple le plus puéril possible, justement, pour dire voilà à quoi vous ressemblez. Vous voyez à quoi vous ressemblez, vous le peuple, vous ressemblez à ces lofters, vous ressemblez à ces personnes, à ces influenceurs là. Voilà ce que vous êtes, vous le peuple. C'est ce que fait le marché là. Pour lui, c'est tout bénef de dégrader l'image du peuple et de ne pas faire passer ceux qui construisent cette humanité-là, tous ceux sans qui le monde ne fonctionnerait pas, ceux qui s'occupent des associations où les indigents vont enfin pouvoir se nourrir, se doucher, se faire, etc. Tous ces gens qui travaillent en dessous, là, qui auraient des choses à dire si on leur ouvrait les médias, vraiment, si on les écoutait. Alors là, il y aurait, c'est ceux qui parlaient correctement quand il y a eu la dernière révolte et que les médias ont été obligés de leur ouvrir un petit peu les antennes.
Bon, là, on voit la pertinence du peuple, on voit l'intelligence du peuple. Mais ça fait peur au marché. Le marché ne veut pas que montrer que le peuple est plus intelligent que ce système qui essaye de nous vendre c'est tout et n'importe quoi. Donc ils préfèrent nous montrer la partie puérile du peuple. Voilà. C'est eux qui invitent dans les jeux, c'est eux voilà, ils nous font courir derrière des objets, où ils nous font chanter, où ils nous font, voilà, et c'est le système actuel qui est comme ça. Mais le peuple est là, il travaille, c'est lui qui chaque jour tient les choses, c'est lui qui est digne, c'est lui, voilà, et cette dignité, on la voit quand on vit, hein, dans nos villages, dans nos villes, etc. Alors je continue. Pourtant, cette opposition s'avère bientôt n'être qu'une apparence, dont Luxe démontre le caractère superficiel, sinon illusoire. Le progrès, en effet, n'est pas un mouvement comme les autres, mais un processus caractérisé par sa nécessité et par sa perpétuité, non susceptible de s'arrêter ou de s'inverser. Exactement, bien sûr. Il n'y a pas de raison que ça s'inverse. Bien sûr, on voit, il y a des films qui montrent ces régressions-là, Mad Max, je ne sais pas, des films comme ça, où on pourrait imaginer, et on pourrait aller dans quelque chose, dans une sorte de... on peut récupérer de la dictature et repartir dans une régression. C'est très très possible, et on n'est pas loin de ces moments-là, hein. Simplement, même les dictatures, combien de temps elles ont duré? 20, 30 ans, grand maximum. Ils sont arrivés dans les années 20 et dans les années 45, ils ont été chassés direct. Et ça sera le cas de toutes les nouvelles dictatures qui monteront. Alors ça n'empêche pas qu'ils vont faire des ravages, si jamais ça s'impose. Voilà. Mais peut-être l'humanité devra passer par quelque chose d'encore plus violent pour sortir de ce néolibéralisme qui est une dictature de velours, tout simplement. Donc, il est probable que qu'on soit obligé d'aller dans ce sens. Mais quoi qu'il arrive, ça n'infléchit pas la flèche de l'évolution. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne va pas retourner vers la planète des singes, en somme, à ce niveau-là. L'indomptable loi du progrès, Hugo note des châtiments, relève de l'ordre de la certitude, et les bienfaits promis se conjuguent au futur simple. Les temps heureux luiront. Ben oui, c'est ça, mais c'est vrai, moi aussi, j'en parle de façon presque quasi avec des certitudes, quoi, voilà. Et pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Sans doute ce processus n'est-il pas linéaire, comme le prouve la faillite de la République de 1848. C'est ça. Le coup d'État et l'exil. Mais ceci ne saurait remettre en cause sa nécessité, bien sûr. Mais je suis tellement... Intuitivement, je me demande comment... Parce que j'ai jamais lu tout ça avant de construire cette mécanique universelle. Mais en fait, les idées sont les mêmes, exactement les mêmes. On pense les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qui anime un état d'esprit comme le mien pour écrire la mécanique universelle et l'état d'esprit de Hugo 200 ans avant pour écrire les châtiments. L'arbre sain du progrès ne peut que s'élever et s'élargir. Ce faisant, il doit conduire à la perfection. Ben voilà. Bon, bref, tout a été dit, tout a été pensé.
Et maintenant, la seule chose, c'est qu'on peut préciser, on peut avancer vers une prise de conscience de ça et vers plus de certitude qu'on va vers cette perfection. Une fois franchi le désert morne, on parviendra enfin dans l'âge d'or que Victor Hugo conçoit à la manière des utopistes contemporains, sur le mode de la réconciliation, union, paix, fraternité, amour hymen. Voilà, eh ben, ça a un peu changé avec la mécanique universelle. Je vois les choses beaucoup plus spirituellement, mais bon, euh, peut-être que ça suffira de rester sur l'union, la paix, la fraternité, l'amour et l'hymen. Voilà, et le plaisir sexuel, du bonheur généralisé, de la délivrance et de l'épanouissement. Le terme de l'histoire, c'est l'harmonie, perfective, perspective qui coïncide jusque dans l'expression avec les thèses fourriéristes, mais également avec la logique profonde de l'idée de progrès dont le seul but concevable est une plus grande stabilité. Écrit Anso. La nécessité du progrès conduit à la perfection utopique. Réciproquement, celle-ci ne saurait être circonscrite dans l'espace, enfermée en un lieu déterminé. Si Paris, la ville du genre humain, si la France, le plus grand peuple de la Terre, voilà, ça c'est ce cri Hugo, voilà, en fait, et j'ai une pensée un peu similaire. C'est vraiment incroyable. Il y a un amour considérable pour cette nation, pour la France. Euh, et je pense que c'est le lot de tous les immigrés. Normalement, ça devrait être le lot de tous les immigrés si on les laisse en paix, si on les laisse se développer en paix. Alors moi aussi, j'ai vécu de, de, du racisme durant mon enfance, une grande partie de mon enfance, de ma petite enfance. J'ai ressenti le racisme dans ce village où j'étais. C'est par mes copains et malheureusement ils y étaient pour rien, c'est ce qu'ils entendaient à table qui le reproduisaient, qui le renvoyaient. Mais il a fallu du temps pour que je comprenne ça. Ça m'a mis en colère, ça a soulevé en moi même un désir de me sentir plus italien que français. Et heureusement, euh, mon père avait une vision universaliste des choses et il aimait ce pays et il m'a expliqué ces trucs-là, ce qui fait que j'ai pu revenir à cet amour qui est le plus logique, l'amour de cette nation, hein, qui a accueilli mes parents, etc. Et je pense que dans toutes les banlieues, chaque jeune devrait avoir cet état d'esprit si on le laissait en paix. Il l'aurait, cet état d'esprit. Beaucoup l'ont, mais ceux qui sont révoltés, c'est parce qu'ils sont écorchés, c'est parce qu'on les repousse, c'est parce qu'on leur renvoie du racisme, c'est parce qu'on leur renvoie, parce qu'on les empêche de s'exprimer, d'exprimer leur potentiel, etc. Voilà à cause de quoi ce moment se fait. Alors heureusement, ils sortent après de cette colère quand ils ont 18 ans, 17 ans, ils vont affirmer ils vont affirmer leur identité originelle, leur identité, l'identité de leurs parents. Et puis, à 30 ans, à 40 ans, ils vont relativiser, ils vont ramener cet amour vers la France, bien entendu. Parce qu'ils vont comprendre, ils vont mûrir, ils vont comprendre. Donc avec le temps, ça s'apaise. Mais c'est dommage de stimuler parce que voilà, c'est le racisme
qui construit ce que nous renvoient les banlieues actuellement. C'est le racisme qui construit ça. C'est pas les jeunes qui le font par... C'est leur moyen de résistance vis-à-vis de ce mépris qu'ils ressentent par les médias, qui insistent là-dessus. La France, donc le plus grand peuple de la Terre. On a à cet égard le rôle privilégié d'initiateur. La félicité future ne saurait évidemment leur être réservée. Elle sera le partage de tout le genre humain, sans quoi elle resterait incomplète, fragile, car menacée. Les dynamiques combinées de l'utopie et du progrès embrassent ainsi un champ à la fois temporel et spatial. Si l'on reconnaît la loi d'un progrès inéluctable, on en vient forcément, estime Hugo, à attendre l'instauration de la République universelle. C'est ce qu'il écrit dans Les Châtiments. L'hymen des peuples frères, engendrant la nation définitive. L'Avenir, 1867. Et bien voilà l'introduction qu'il fait à ce petit texte qui vient ensuite. Eh bien, je pense que c'était dans la pensée de 80%, 90% des écrivains, des philosophes, des penseurs de l'époque, de ce 19e siècle, par exemple. Et si ça s'est interrompu après, ça a dû continuer pendant un moment, et peut-être que c'était sur ces bases utopiques que le pire s'est construit. Hein. Les grosses dictatures se sont imposées sous ce couvert-là. Et malheureusement, sur des mauvais principes. Mais ça n'empêche pas que cette vision, elle n'est pas anodine. On peut aller... c'est pourquoi, finalement, on ne doit pas bousculer l'évolution. On doit accepter le monde tel qu'il est plutôt que le désirer à notre convenance, comme dit Spinoza. C'est-à-dire, il est comme ça, là, il est injuste, voilà, le néolibéralisme a fait un accent circonflexe, un retour en arrière sur certains plans. On le voit, c'est compliqué. Il a réussi à bloquer tout le système médiatique, à sortir le peuple des médias, à écarter le peuple des grandes décisions, à manipuler complètement le système, quoi, en somme, hein, parce qu'il détient les médias, comme les maîtres des forges détenaient les médias, et ce qui a conduit d'ailleurs au pire, hein, en réalité. C'est ça, le problème, c'est que ce blocage conduit au pire, parce que, voilà, c'est comme si on met une chape de plomb sur une cocotte minute, hein, il y a un moment où ça explose, où ça doit sortir. Le sens de l'humanité, le chemin de l'humanité ne peut pas supporter quelque chose qui est du recul. Nous sommes là, actuellement, le système dominant n'est pas en phase avec la pensée contemporaine humaine. Donc il y a un décalage, il y a une dichotomie entre ce que veut le peuple, ce que pense le peuple, et sur toute la planète, hein, parce que c'est aux États-Unis, ça se passe en Europe, de partout. Le peuple ne peut plus supporter, en réalité,
ce sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est pas en phase avec l'instant de l'évolution, avec la conscience, le niveau de conscience déjà atteint par l'humanité. Donc, il va falloir que ça soit débordé. Le chemin de l'humanité débordera ce système dominant la surdité de ce système dominant. Elle le débordera d'une manière ou d'une autre. Peut-être par la méthode douce, c'est-à-dire s'élèveront des politiques capables, aptes à entendre le peuple, qui seront bienveillants, etc., comme il peut en exister. Peut-être c'est ça qui va finir par l'emporter. Peut-être ça sera plus violent, peut-être, peu importe. Mais en tout cas, le fleuve se moque des obstacles. Voilà, des obstacles réactionnaires. Il les dépasse à un certain moment. Voilà. Bon, je vais arrêter là sur cette vidéo et on verra pour la suite. Merci, à bientôt.